comme vous voulez. Je vais peut-être, pour introduire votre propos, présenter un petit peu l'idée d'une démarche Paideia, parce qu'on s'est rencontrés tous les quatre dans le cadre de ces démarches qu'on mène depuis une dizaine d'années, donc qui sont vraiment des démarches de recherche-action, qui sont des propositions à des territoires d'ouvrir un espace de travail coopératif qui inclut des gens d'une grande diversité de métiers, de statuts et d'origine professionnelle, voire d'origine globale. Avec Stéphane, on s'est rencontrés dans le département du Nord à l'époque. Stéphane, il a fait le tour de la France depuis. Juste un mot comme ça sur l'origine de cette démarche Paideia. C'était un projet européen qui n'a jamais vu le jour parce que l'Europe ne nous a jamais financé. Mais c'était l'idée de se dire, avec 4 premiers départements à l'époque, la Gironde, le Nord, l'Ardèche et le territoire de Belfort, en fait, on a, alors pour 3 d'entre eux, avec une grosse démarche culture et sociale, avec une politique un peu différente dans les départements que ce qui était mené, on va dire, dans les régions ou les villes, qui avaient une logique plus ministère axé sur la question de la démocratisation, de l'accès aux œuvres. Les départements étaient déjà un peu précurseurs dans l'idée de mailler des politiques entre elles, et notamment parce qu'ils avaient une politique sociale majoritaire, parce que la plupart des actions des départements se situent à cet endroit-là. Et donc 3 de ces départements avaient déjà une action forte sur la question de la culture et du lien social, d'essayer de tricoter entre les deux compétences. Et ils identifiaient de manière extrêmement claire qu'il manquait du socle commun aux travailleurs sociaux et aux professionnels de la culture. Ils avaient envie de faire plein de choses ensemble, mais ils avaient quand même pas beaucoup la même culture professionnelle, les mêmes référents, et il leur manquait du socle commun. Et nous, on est arrivés à cet endroit-là en proposant de travailler les droits culturels en commun. Et ils ont très vite identifié, ces professionnels, que c'était vraiment le socle qui leur manquait, en fait. Et cette démarche Paideia a démarré à cet endroit-là, dans l'envie de fabriquer cette culture commune pour que des politiques territoriales soient beaucoup plus maillées entre elles et moins juxtaposées. Donc c'est une démarche qui a démarré en 2011 avec 4 premiers départements pilotes, en quelque sorte, et qui ne s'est jamais arrêtée depuis. 2 principes de cette démarche, c'était d'ouvrir un espace de travail permanent, c'est-à-dire qu'on se retrouvait 3, 4, 5 fois par an dans des rencontres en grand format, dans des espaces très vastes en général, avec des méthodes d'intelligence collective très participatives, comme peuvent l'être le forum ouvert ou d'autres techniques de ce genre. On a d'ailleurs fait un premier forum ouvert ici en janvier 2012. Non, vous n'étiez pas là, mais c'était juste avant la démarche sur les enjeux de droit culturel dans le milieu culturel, et la question a bien avancé depuis quand même. Bref, je ferme la parenthèse. Donc il y avait deux supports méthodologiques très importants pour nous. Créer un espace de travail où les gens se retrouvent, qui est un espace de confiance, parce qu'il est animé sous des modalités de formation-action, mais c'est un espace où les gens se retrouvent. Et c'est un espace ouvert en permanence, c'est-à-dire où tout le monde peut venir. Les amis de mes amis sont mes amis dans ces espaces. On ne veut pas limiter la participation et le nombre de participants. Et on peut y participer un peu ou beaucoup. En tout cas, c'est l'idée d'animer une communauté de travail, mais la métropole de Rouen va en témoigner parce que ça a vraiment fonctionné de ce point de vue chez eux. Donc, un espace de travail avec des professionnels de tout profil et la méthode de l'analyse de pratique, l'analyse de cas, au regard des 8 droits culturels que vous avez commencé à pratiquer ce matin. Regardez dans son action si, effectivement, on les prend en compte ou pas, et comment on les prend en compte si on les prend en compte, et comment on pourrait les prendre en compte si on les prenait mieux en compte. Voilà, c'est un peu ces deux axes indispensables au développement des droits culturels dans les politiques publiques. À partir de ça, on a pu écrire des schémas d'orientation, des politiques publiques diverses et variées, sectorielles ou plus transversales. On a produit plein d'outils méthodaux qui aident à travailler tout ça, mais c'est ces deux principes clés qui sont importants dans cette démarche.
Et donc, dans cette démarche, on est passé dans le Nord et puis dans d'autres territoires. On a aussi petit à petit développé d'autres collaborations au-delà de la question départementale, dans les villes, les intercos, les métropoles, les régions. On a aussi développé des démarches thématiques et chemin faisant, donc on a rencontré les territoires rouennais avec, à l'époque, une action militante associative assez forte. Et puis on a suivi Stéphane qui lui est parti du Nord, arrivé à Bordeaux, à Paula et puis plus récemment, depuis 3 ans, c'est ça, à la friche de la Belle de Mai. Donc peut-être que pour commencer, vous pouvez nous faire un petit... alors je ne sais pas si on commence par la métropole ou par la friche. Quel est ce geste, Christine? Peut-être que je veux bien que vous démarriez, Laurent et Christine, sur comment effectivement une collectivité arrive à se mettre au travail dans une approche comme celle-là. Peut-être un petit bout d'histoire que Stéphane pourra partager, puis après on ira un peu plus loin sur le contenu. Je vais vous faire un cours d'histoire à ma manière. Oui, bah, effectivement. Toi, t'es DAC. Oui, voilà. Alors, comme je le disais tout à l'heure, je suis donc directrice des affaires culturelles à la métropole Rouen-Normandie depuis 10 ans. Une direction qui est composée d'une vingtaine de personnes. Et il y a déjà quelques années, on va dire, on a commencé, nous, à parler des droits culturels. Alors, pas par moi. Vous voyez, comme quoi déjà, c'est pas moi qui ai du tout initié la démarche, mais on avait sur le territoire, je vais les appeler volontairement comme ça, des agitateurs. Donc une association effectivement assez militante dont vient de parler Christelle, qui s'appelait Culture et Citoyenneté, qui s'appelle toujours Culture et Citoyenneté d'ailleurs, et qui avait déjà pris à bras le corps ces histoires de droits culturels. Et Laurent, qui travaille donc au sein de la direction au service manifestation culturelle, avait déjà, avec une autre agitatrice, n'est-ce pas, de mon service, enfin de ma direction, qui s'occupe aujourd'hui du patrimoine, était dans ce réseau associatif, etc. Et donc, un jour, forcément, ils me disent « Non, mais Christine, les droits culturels, maintenant, il faut qu'on en fasse, faut s'en emparer. » Et du coup, effectivement, c'est quand même la loi LCAP et tout ça, c'est important de redire ça, parce que les collectivités, comme Christelle le disait tout à l'heure, oui, bon, on avait bien vu que c'était dans une loi, mais bon, vous voyez, moi, je glissais un petit peu dessus, hein, je vous dis les choses très clairement. Et puis bah non, ils m'ont pas laissé tranquille. Donc ils m'ont dit non, mais là, faut vraiment qu'on prenne ça à bras le corps. Donc on a suivi des conférences, on a commencé à regarder des choses. Et puis très honnêtement, quand même, on a lors de ce nouveau mandat, un élu qui est notre président, qui était assez proche quand même du secteur culturel et qui avait entendu lui aussi parler des droits culturels. Hein. Et quand on lui a dit dans notre feuille de route, le premier mois on l'a rencontré, bon, nous maintenant on veut s'emparer des droits culturels, il a dit oui, il n'y a pas de souci. Alors vous imaginez, nous on se sent d'un seul coup hyper légitime, on se dit chouette, on va du coup entamer une vraie réflexion sur les droits culturels. Mais je pense qu'à ce moment-là, il ne savait pas ce qui l'attendait, parce que je pense que les droits culturels pour, en tout cas, alors je ne sais pas si c'est les élus, mais beaucoup de personnes sont prises par le prisme de l'accessibilité. Alors je vous le fais court et volontairement synthétique. L'égalité femmes-hommes, l'attention aux personnes en situation de handicap et l'accessibilité sociale. Donc une fois que vous avez mis les femmes, les handicapés, les pauvres, globalement vous avez fait des droits culturels. Et non, forcément que c'est pas ça les droits culturels. Mais nous, quand on est, en tout cas, moi, à cet endroit-là, directrice, du coup, forcément, qu'on se dit, là, on a la légitimité pour agir et on y va. Et donc, on a suivi effectivement une formation Paideia avec Christelle. Donc, on a constitué un groupe local qui allait bien au-delà de la métropole, et c'était ça l'intérêt. C'est que nous, métropole, on s'est emparé du sujet et on a cette capacité, en étant une grosse structure, à embarquer des gens avec nous. Et du coup, on a créé un réseau qui a
participer à cette formation. Donc déjà mes deux agitateurs privilégiés que sont donc Laurent et donc Émilie qui n'est pas là aujourd'hui mais qui est forcément en pensée avec nous. Un autre DAC d'une autre collectivité, autre personne également du service culture de la ville de Rouen, et puis un artiste. Et en ayant constitué ce groupe, on a suivi cette formation de formateur. Et à partir de là, forcément on a créé aussi, une fois cette formation nous suivie, mais parallèlement, on a constitué et on a, alors j'aime pas dire formé, mais on a accompagné un réseau d'acteurs. Et aujourd'hui, on en est à 250 personnes qui ont suivi au moins une journée d'initiation et de formation sur les droits culturels. Et alors, tout champ artistique confondu, mais tout champ confondu aussi. C'est-à-dire que, et on parlera des limites tout à l'heure de ces actions, mais quand on parle droit culturel, autant vous dire qu'on vous dit « Ah, c'est du droit, ah bah donc c'est juridique », alors là vous ramez, non, ce n'est pas ça. Et puis culturel, ah bah bon, bah c'est la direction de la culture qui s'en occupe, on est tranquille. Non, ça va vous concerner aussi, parce que ça concerne toutes les politiques publiques. Et on a réussi à embarquer, et je vais passer la main après à Laurent qui relaiera aussi tout ce qui a été fait, on a embarqué, alors y compris dans notre collectivité, mais forcément comme on est nombreux tout de suite, on embarque du monde, mais aussi beaucoup de personnes sur l'ensemble du territoire, des gens de la culture, mais aussi des gens de l'environnement, des mobilités, de l'urbanisme, du champ social, de la santé, et je crois que j'ai à peu près fait le tour, je crois. Enfin voilà, il nous manque plus que le sport en fait. Mais tout ça pour dire que ce n'est pas forcément, c'est pas la culture qui doit s'en occuper. Vous voyez, ça touche toutes les politiques publiques. Et la dernière chose, avant je vous dis de passer le micro parce que je pourrais redire des choses, c'est la dernière en date qu'on a fait, la de formation. On a attaqué carrément la direction générale et tous les DGA. Vous voyez un peu. Eh ben, on a réussi. Et du coup, on sent bien qu'il y a des fois, ça frotte. Ça frotte parce que c'est ce que je disais un petit peu en préambule tout à l'heure. Pour nous, il y a 3 choses que ça change. Enfin, ça change beaucoup de choses. Mais ça change d'abord la posture. Dire que d'un seul coup, ils sont pas plus sachants que vous, en fait. Et vous leur dites, vous aviez une façon de fonctionner qui est super, mais si on tordait un peu les choses, et autant vous dire qu'à cet endroit-là, ils n'aiment pas. Pour autant, ils nous ont écoutés et voilà, ça fait son petit bonhomme de chemin et on va se revoir, ça c'est sûr. Et on a forcément des complices à la direction générale qui va continuer à nous donner de la place. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut attaquer partout, et je le disais à la table tout à l'heure, il ne faut pas hésiter à être le groupuscule, vous voyez, qui commence à prendre de la place, qui pousse les murs, et vous changez les choses au début là, puis là, à plusieurs, puis vous poussez les murs, et puis un jour vous attaquez à l'endroit où vous voulez aller. Et nous, notre intérêt, c'était et le territoire, enfin en tout cas beaucoup d'acteurs du territoire, mais aussi en interne, notre direction générale, donc on continue. Du coup, on m'entend bien là? C'est bon? Non, ça marche pas. Non, je peux prendre l'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3. C'est bon? Donc juste préciser ce que disait Christine. En fait, le truc principal, en fait, c'est de savoir que ça bouge à son endroit. En fait, là, en tout cas, moi, à mon endroit, il n'y avait aucune ambition de créer un réseau ou quoi que ce soit sur le territoire. Le truc qui a bougé, en fait, c'est que jusqu'où moi, en fait, je me suis posé des questions par rapport à ma propre pratique. À un moment donné, j'ai cherché des outils en me disant, là, moi, ça me questionne vachement sur la question de la relation, sur la question de comment on crée plus de proximité avec les habitants, parce que nous, on est métropole, donc c'est relations aux habitants, aux communes. Et du coup, à cet endroit-là, en fait, j'ai eu besoin de me dire, en fait, moi, j'ai besoin de développer un vocabulaire commun avec mon équipe. Donc, hop, on essaie de dire, vous, on va essayer de faire des temps de formation déjà en interne, et après d'ouvrir des champs aussi de discussion. Donc ça bouge forcément la posture dans laquelle on est.
en tant qu'encadrant, parce que moi je suis encadrant, mais du coup aussi comment on travaille en interne. Et après, du coup, on se pose la question aussi de comment on va travailler avec les autres. Et là, en fait, de ce terrain commun, en fait, on le redéveloppe avec le service d'à côté, la direction d'à côté, en disant, là, concrètement, nous, on sent que vous avez une même direction, et enfin, au sens de cette relation, en fait, de comment on prend attention, en fait, à ce qui se passe entre les personnes pour créer plus de démocratie, etc. Et donc de ce fait-là, c'est ce qui donne ce que tu racontes, Christine, en termes d'historique, c'est-à-dire qu'on essaie de mobiliser, mais une nouvelle fois, pour dire comment on crée ce terreau commun de compréhension et d'action qui permet après de pouvoir travailler ensemble, juste ça. Voilà, je pense que ça peut suffire en termes de... Je vais juste ajouter un petit repère sur la démarche dont vous parlez. La métropole de Rouen a participé avec 9 autres groupes, enfin 8 autres, parce qu'il y en avait 9, à une démarche qu'on a menée entre 2021 et 2022, sur 2 années, qu'on a appelée organisateurs de groupes locaux droits culturels, partant du principe que, donc nous pendant 10 ans on a fait ça, on a accompagné des démarches territoriales, la création de groupes intersectoriels qui fait de l'analyse de pratique et qui constitue petit à petit une communauté d'acteurs, voilà, en complicité en fait autour de ces enjeux, et qui va dire par elles-mêmes ce que ça vient toucher pour elles. C'est-à-dire que chaque professionnel menant ces analyses de cas va tirer des enseignements communs au groupe qui petit à petit chemine comme ça de manière autonome. Cette démarche, ces démarches que nous animions, nous, l'équipe de Réseau Culture 21, on est 3 et on est donc en collaboration avec Fribourg depuis 10 ans. Et donc on est une petite équipe de 6-7 personnes de manière régulière sur les territoires depuis 10 ans. Et cette démarche qu'on animait, nous, on s'est dit, ça serait bien que les gens le fassent par eux-mêmes, parce qu'en fait, on n'est pas assez nombreux. Et donc, on s'est mis dans l'idée de former les personnes un peu convaincues à nos propres méthodes, pour qu'elles le fassent de manière autonome. Et c'est cette formation qu'on a proposée au territoire rouennais, à la métropole, en leur disant, venez vous former à ces méthodes qu'ils connaissaient, parce qu'on se connaissait déjà, pour les développer par vous-même et créer ainsi et animer ainsi un groupe local sur les droits culturels qui vivra sa propre vie, en fait. Et cette démarche, vous l'avez menée à Rouen de manière assez exceptionnelle depuis 2 ans, parce qu'effectivement, ça a tissé un réseau d'acteurs incroyable pour se mobiliser sur ces nouveaux référentiels, en quelque sorte, puisque même s'il y avait plein d'actions que vous portiez déjà, qui en avaient déjà plein de dimensions, il y a quand même, en les nommant, en les explicitant, une prise de conscience de marge de progrès assez considérable. Et on va parler peut-être d'exemples précis tout à l'heure, mais vous constituez ainsi une communauté au travail qui est très active, quoi. Et du coup, ce qu'on raconte aussi, c'est que quand on voit la jeunesse, en fait, ça fait écho aussi à des pratiques aussi qu'eux développent, par exemple sur l'éducation populaire. Quand on va voir l'environnement, c'est toutes les notions, les techniques actuelles sur comment on embarque, sur les personnes, en tout cas sur la question environnementale. C'est la même chose sur plein de sujets. Par exemple sur l'urbanisme transitoire aussi, on a plein de collègues de l'urbanisme aussi, ou en tout cas aussi de partenaires qui, quand ils posent ces questions-là, en fait, le droit culturel, ça donne un outil supplémentaire pour avoir ces compréhensions de projets. C'est vraiment un contenu fondamental pour plein de démarches. Dès que les politiques publiques se posent la question de la participation, si elles n'ont pas cette approche des droits culturels, elles ont quand même, il leur manque des outils de sens et qui font sens pour permettre de prendre en compte vraiment les personnes là où elles sont et avec ce qu'elles portent, quoi. Du coup, peut-être Stéphane, avant de nous parler de la friche, tu peux nous raconter, toi, quand tu témoignes, j'aime toujours que tu racontes, tu le sais, le moment où tu as commencé à travailler ces enjeux-là et les déclics que ça a pu faire pour toi en tant que travailleur culturel et social à l'époque. Effectivement, moi j'étais donc à l'époque, dans le dispositif Culture Insertion soutenu par le département du Nord, donc au croisement en fait du secteur culturel et de l'action sociale.
essentiellement sur la remobilisation des allocataires du RSA par la pratique artistique et ou des sorties culturelles. Et en fait, du coup, le département étant engagé dans le processus de Paideia, que tu nommais tout à l'heure, du coup, nous, les médiateurs culturels de territoire, on a été fortement sollicités, invités à rentrer dans cette démarche-là. Et c'était quelque chose qui venait se rajouter en plus de toutes les actions qu'on menait, etc. Donc, j'y suis allé un peu, à reculons, on va dire. Grands séminaires, forums ouverts, etc., etc. Et on continue à échanger jusqu'à un moment où je me mets au travail autour de cet outil que tu évoquais, qui est l'étude des cas. Et là, à ce moment-là, je menais une action particulièrement auprès d'un public de femmes en démarche d'insertion et qui était très volontaire pour engager un projet, une action qui était sur les questions de lutte contre les violences faites aux femmes. Et c'est un moment où moi je travaille cette analyse, donc à titre très personnel, le soir, après ta journée de taf, etc., etc., où là, d'un seul coup, j'ai... alors aujourd'hui j'emploie beaucoup ce mot-là, mais un truc d'une épiphanie, tu vois, mais intellectuelle, un truc qui te réveille et qui te dit non mais en fait voilà, j'avais à ce moment-là plein d'intuitions, j'aurais tendance à dire, des choses que j'osais pas faire parce que c'était pas tout à fait dans le cadre de ma mission et que peut-être ça allait trop déplacer la dynamique du projet dans laquelle j'étais impliqué avec ces femmes et d'autres partenaires. Et en même temps, l'analyse des cas, de cette étude de cas, m'a permis de vérifier que ces intuitions étaient des nécessités. Typiquement, la question du droit à l'information, la formation, l'éducation, à un moment donné, il y avait ce groupe de femmes là, avec qui j'agissais, qui en fait étaient dans des processus de théâtre-forum, qui elles-mêmes parfois avaient été victimes de violences, et là qui d'un seul coup se retrouvaient par l'outil du théâtre-forum exposées, avaient vachement de mal à recevoir finalement le retour que le public faisait à travers les scénettes qu'elles jouaient, souvent écrites aussi de leur propre histoire. Et donc là, on a bien vu qu'à un moment donné, il y avait une nécessité de les accompagner à aussi sortir finalement de cette posture-là. Et donc c'est très vite là où la question de la formation d'un groupe d'allocataires du RSA est devenue une priorité. C'était quelque chose qu'on avait un peu comme ça en ressenti. À partir de l'étude de cas, c'était devenu une nécessité. Et du coup, c'est à partir de cette étude de cas où il y a eu plein de leviers que j'ai retrouvés comme ça, à travers cette introspection, on va dire, qui ont fait, je suis sûr de ça, qui ont permis la garantie et la garantie, la pérennisation de cette action. Typiquement, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que ce groupe de femmes ont monté leur assaut, les pièces qu'elles ont créées avec des metteurs en scène renommés, etc., tournent encore. Je suis convaincu que si aujourd'hui cette action est toujours existante, c'est le fruit de ce travail-là. Et de comment l'analyse droit par droit m'a fait dire là il faut qu'on aille vers ça, alors que si je l'avais pas faite, je suis pas sûr que je nous aurais autorisé à aller vers. Et ça, moi je trouve que ça a été pour moi l'épiphanie. Et pour compléter ce que tu disais tout à l'heure, Laurent, c'est qu'effectivement c'est une transformation de soi, de sa pratique et de la manière dont on regarde les choses qui font qu'aujourd'hui, ce que tu disais tout à l'heure Christelle, dans ton intro, c'est qu'aujourd'hui, moi ces outils de Paideia et la question des droits culturels me sont des balises, fondamentalement. Et aujourd'hui, ma pratique, depuis 10 ans que j'ai un peu suivi tout ce processus, etc., fait qu'elle n'est plus du tout de la même manière dont j'appréhendais les sujets, les préoccupations et les méthodes de faire. Donc ce qui fait que quand j'arrive dans des nouvelles missions, du coup, déjà je vais un peu saouler mes collègues avec cette question de la déclaration de Fribourg, les droits culturels, je les affiche, etc., etc. Ça suffit pas. Mais derrière, c'est aussi comment tu crées les conditions de ta mission, de ta mission, selon ces bases-là, qui sont pour moi les bases éthiques sur lesquelles on doit agir ensemble. Donc je trouve que c'est aujourd'hui, moi, tout ce processus-là, que les outils de Paideia m'ont déjà transformé
dans ma propre perception en tant que professionnel et personne. Et aussi, ce que je voulais dire, c'est que les outils de Paideia, il y a l'étude de cas, mais il y a aussi des cartographies que vous aviez créées. Et moi, c'est ce que je dis souvent, c'est que c'est des outils de pilotage maintenant. En fait, c'est-à-dire que, ok, je refais pas le dessin de la carte des parties prenantes quotidiennement sur mon bureau, mais je l'ai dans ma tête, c'est mon schéma mental. Et dès que je vais déployer une action, dès que je vais déployer une manière d'agir, ben voilà, j'ai ce schéma mental dans ma tête, et je vois où il y a des zones où j'y suis pas encore, et c'est là où je trouve les marges de progression, etc. Tout le travail, c'est après comment t'embarques les autres avec toi dans ce chemin que toi, tu as un peu cartographié, spatialisé, quoi, en fait. Et ça, c'est le gros défi. Et si je peux me permettre de compléter aussi, en fait, il y a une métaphore que j'aime bien et qu'on reprend nous de notre côté assez souvent, la métaphore du vivant aussi, en fait. C'est prendre en considération qu'en fait, nous, on est à l'endroit d'un écosystème et que des fois, en fait, on a des caches qui nous empêchent de tout voir. Ce qui est normal, en fait, on a tous on est ancré dans quelque chose, dans une histoire, on est ancré dans des habitudes, on a des contextes particuliers, des lieux particuliers, etc. Et du coup, en fait, l'outil droit culturel permet aussi de reconscientiser, de recréer ces liens qui existent et de se poser la question juste de savoir, à cet endroit-là, il y a ce truc-là qui se passe, qu'est-ce que j'en fais ? Ça donne pas des solutions, mais ça pose la question de savoir ce que j'en fais dans l'exigence que je peux avoir par rapport à mon travail, quoi. La conclusion souvent des journées de formation des personnes qui ont participé pour la première fois, c'est de dire alors en fait j'ai encore plus de questions en partant qu'en arrivant, parce que c'est vraiment une machine à questionner nos pratiques, et c'est certainement pas une machine à donner des réponses. En tout cas, c'est chacun qui doit se les donner. Et donc si je vous interroge sur les questionnements un peu clés que ça vous a permis de vous poser, est-ce qu'il y aurait un partage comme ça, un peu à l'après-vert ? Déjà, c'est comment on pilote, parce qu'on parlait des cadres, tout à l'heure on avait une question sur les cadres et tout ça. Et déjà, moi je me suis posé la question de comment je pilotais cette direction, déjà. Qu'est-ce que j'étais avec mon héritage, mon patrimoine, d'où je venais, ce que j'avais envie de partager, etc. Et du coup, quand je parlais d'horizontalité tout à l'heure, c'est quand même vrai. Alors, pour autant, effectivement, quand on est dans une grosse collectivité comme la nôtre, il y a des contraintes, il y a des cadres qui sont juridiques, qui sont toutes celles qu'on peut imaginer, et on en a tous, mais même dans nos vies perso. Mais c'est comment on pousse les cadres et on essaye de sortir de son propre cadre. Donc moi, les premières questions que je me suis posées, ce sont celles-ci. Et puis après, forcément, c'est comment on monte les projets, quelle est la relation qu'on a à l'autre. Moi, il y a un truc que ça m'a beaucoup apporté, c'est les controverses. Les controverses, parce que dans nos postures, moi je parle toujours de la posture parce que c'est quand même ça que ça a changé aussi, et de la sémantique, j'y reviendrai après. Mais à partir du moment où on change de posture, ça crée des frottements, et du coup, il y a des fois, ça peut créer des espaces oui, alors, pas de conflit, mais comme on dit, ça frotte. C'est ça, ça frotte. Et en tout cas, aujourd'hui, on n'a plus peur, on n'a plus peur de ces controverses. Soit parce qu'on les a déjà un peu schématisées, on se dit, ah, là, celle-là, je sais d'où elle arrive et avec quel bagage elle arrive et quels arguments vont arriver derrière. Donc, on est un peu plus armé sur des choses un peu plus professionnelles, etc. Qui va être, par exemple, de l'ordre de l'expertise. Alors, vous voyez, quand on parle des droits... J'en parle parce que c'était typiquement avec nos DGA la dernière fois, quand on leur a eu présenté les 8 droits. Bon, alors, si tout le monde est pareil, donc il n'y a plus d'experts, quoi, en fait. C'est venu tout de suite, dire qu'il n'y a plus de sachants. Donc tout le monde peut être programmateur dans sa salle, tout le monde peut être directeur. Il n'y a plus de niveau, puisque tout le monde est pareil, puisque tout le monde arrive avec sa culture et que tout le monde est au même niveau. Alors là, vous leur tapotez la main. Vous leur dire, mais non, on accueille volontiers la parole de l'expert parce qu'on en a besoin, mais on n'oublie pas les autres. On n'oublie pas les autres. On n'oublie pas toutes les autres personnes
avec leur identité, leur communauté, etc., et leur diversité, de ce qu'elles ont à dire. Et elles ont forcément quelque chose à dire. Une traduction hyper concrète. Christelle, tout à l'heure, vous a parlé de la Convention de Faro. J'ai un service patrimoine. Forcément que la Convention de Faro, aujourd'hui, on l'a, elle est posée. Elle est posée sur une stèle. On la connaît par cœur. Non, mais clairement, on a eu à... C'est un exemple très, très concret de comment les droits culturels se sont infiltrés dans notre quotidien. Nous avions à la métropole un label Ville et Pays d'art et d'histoire. Vous voyez le truc, il n'y a pas plus normé que le label Ville et Pays d'art et d'histoire parce qu'il vient du ministère et qu'il faut répondre à des trucs comme ça. Alors il faut que vous déposiez un dossier. Nous, c'était un renouvellement, donc c'était même d'ailleurs presque plus compliqué parce qu'il y avait déjà eu un précédent label avec 10 ans de vie et qu'il a fallu le réécrire en se mettant en mode droit culturel. Parce qu'en tout cas, c'est ce qu'on a dit. On a dit, bon, on est d'accord, mais on va le réécrire en mode droit culturel. Alors nos élus ont dit, d'accord, mais ils sont sympas. Hein. Donc ils nous ont fait confiance. Comme quoi, on doit avoir les bons arguments. Alors vous voyez, pour faire court, vous avez 3 gros chapitres. Il faut répondre à un truc qui s'appelle la culture, l'urbanisme et le tourisme. Et avant, on parlait, vous voyez, alors typiquement sur le tourisme, on parlait d'attractivité du territoire. On change la posture, on remet la personne au cœur et du coup on change la sémantique, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc on ne parle plus d'attractivité du territoire. D'ailleurs, les élus, maintenant, dès qu'ils parlent d'attractivité du territoire, on leur dit non, on parle d'hospitalité du territoire. Vous voyez, ça change tout. Attractivité, on sait bien qu'on a mis pendant des années, pour des raisons un peu capitalistiques, excusez-moi, je vais le dire, mais la concurrence entre les territoires, il fallait tous qu'on soit meilleur que l'autre, mais ça sert à quoi? Enfin, je veux dire, bref. Et donc aujourd'hui, on parle d'hospitalité. C'est bien d'attirer des gens sur un territoire, mais comment on accueille les gens? De quoi on parle? Est-ce qu'on parle des touristes? On parle des personnes qui viennent de loin, des migrants, enfin, bref, de quoi on parle? Donc déjà, le chapitre touriste, on a parlé d'hospitalité du territoire. Sur la partie urbanisme, qui était un truc pareil, hyper normé, on a décidé de parler de la qualité de vie, de la transition écologique et sociale de la qualité de vie. Déjà, on voit bien que c'est pas tout à fait la même chose. Et sur la partie culturelle, au lieu d'avoir toujours nos mêmes phrases qu'on a tous dans notre jargon et que vous connaissez et qu'on en avait tous ras-le-bol, on parle de écouter, enfin entendre et écouter les différents récits du territoire. Parce qu'un territoire, il n'a pas une identité. Il y a plein d'identités sur un territoire qui s'expriment. Et donc la Convention de Faro, en fait, on l'a aussi habité à cet endroit-là, parce que qu'est-ce qui fait patrimoine pour la Convention de Faro? Nous, à Rouen, bien sûr qu'on a la grande cathédrale gothique et qu'on a les merveilleuses petites rues à pans de bois, etc. Mais qu'est-ce qui fait patrimoine pour les gens? C'est ce qui fait patrimoine pour eux. C'est-à-dire que ça peut être tout simplement le rond-point qui est là-bas, sur lequel, effectivement, ils ont peut-être vécu un truc et qu'ils ont envie de raconter des choses à cet endroit-là. Donc forcément que tous les différents récits, on les prend et on se dit, dans notre politique culturelle patrimoniale, on va laisser parler les communautés du territoire et on va leur laisser un espace pour exprimer tout ça et on va faire patrimoine ensemble et on va donner de l'importance à ce patrimoine-là. Voilà, c'était un exemple assez concret. Et intégrer aussi les mémoires dissonantes, c'est-à-dire en fait celles qui grattent, celles qui et donc les faire exister. Voilà. Je veux bien dire un mot là-dessus en rebond de ce que vous dites, c'est que on voit souvent, en tout cas dans la politique publique ou dans les missions publiques de manière générale, la peur du conflit. On pourrait penser que les droits culturels permettent de faire vivre le conflit, pas pour le créer, mais pour l'animer et pour en faire une condition de la démocratie. Les droits fondamentaux, c'est les éléments essentiels à respecter pour la dignité des personnes, pour fabriquer cette capacité à vivre ensemble
Donc c'est un exercice démocratique avant tout. L'exercice démocratique ne peut pas se faire dans la recherche unique d'un consensus ou d'une vision unique. Or, la politique publique a beaucoup à s'interroger sur cette dimension de en quoi on est en fait des agitateurs peut-être, mais surtout des personnes qui facilitent un échange de visions potentiellement conflictuelles, mais qui permettent en fait que chacun chemine. Et je crois que la réflexion autour de ces droits culturels permet de se dire que la recherche du consensus n'est pas l'alpha et l'oméga, mais que par contre ouvrir des espaces où chacun peut venir dire et être en capacité d'animer ces espaces, voire de les créer pour qu'ils existent, c'est une condition essentielle pour fabriquer de la démocratie. Et c'est donc une condition essentielle pour que les politiques publiques soient véritablement un endroit d'exercice des droits fondamentaux pour chacun. Et dans le cadre de la loi. Dans le cadre de la loi, du respect de la loi. Oui, bien entendu, on ne parle pas d'autre chose ici. Mais Stéphane, peut-être que cette question du conflit, ou en tout cas la question de l'animation, de tension aussi, c'est un outil aussi de ressources humaines, beaucoup les droits culturels. Donc je ne sais pas si c'est... Non, mais j'ai envie de réagir à plein d'endroits, donc... Là, aujourd'hui, depuis la friche de la Belle de Mai, l'enjeu de ces questions que viennent poser les droits culturels, je te rejoins complètement, Christelle, quand tu parles des espèces. Je vais faire juste un bref retour en arrière. La friche, c'est 30 ans d'existence sur le territoire, un des territoires les plus pauvres de Marseille, et on dit qu'il est dans les 10e à l'échelle européenne. 30 ans d'histoire où ce sont des artistes qui ont créé un lieu de travail dédié à la production et à la diffusion artistique, et qui aujourd'hui, au bout de 30 ans, qui est un véritable équipement culturel qui a bénéficié de la capitale culturelle de 2013, donc on vous la souhaite aussi pour vous à Rouen. L'idée était qu'aujourd'hui, ce lieu, il est complètement rattrapé, finalement, par une réalité sociale, économique, environnementale, sur lesquelles nous, les artistes qui ont fondé ce lieu-là, finalement, sont peut-être un peu éloignés. Donc déjà, première tension, territoire, un équipement qui a bénéficié de 40 millions d'investissements et un quartier qui se paupérise au même moment où nous on occupe la friche parce que issu d'une ancienne manufacture à tabac. Donc tu vois, la tension, elle est là depuis 20 ans. Tu sors de la friche Belle de Mai, tu vas sur le territoire, tu te fais défoncer. Mais littéralement, ce qui est légitime, parce que tu parles de quoi ? Tu parles d'artistique, de culture, tu vois, etc. Sauf qu'à un moment donné, les jeunes qui se fréquentent librement ce lieu sont aussi ceux qui n'ont pas mangé depuis 3 ou 4 jours. C'est aussi ceux qui viennent voler un bout de pain dans la salle des machines à l'entrée. Donc aujourd'hui, la friche, elle est aussi faite de ces réalités-là. Et comment tu traites de ça quand tu es dans un propos artistique, quand tu es un producteur artistique ? Et en fait, ce qu'a fait la friche depuis 3-4 ans que moi j'y suis, c'est qu'en fait, elle s'est dotée finalement de nouvelles compétences. Alors c'est là où on pourra y revenir aussi dans nos 2 histoires, c'est qu'en fait, nous, on n'a pas encore suffisamment, à mes yeux, mis au travail cette question des droits culturels par le fond, j'aurais tendance à dire, de quoi on parle, qu'est-ce que ça veut dire, ces questions de coopération, d'identité culturelle, etc. Mais en fait, on est dans un processus de transformation de l'organisation. Typiquement, on a créé un poste de responsable de l'hospitalité dont j'ai l'honneur de sa présence ici aujourd'hui. Merci Julia. Mais on a aussi créé une fonction de personne attachée aux relations au territoire, alors qu'elle dépend du service d'action culturelle. On vient de créer aussi, plus récemment, un poste de chargé des coopérations de proximité. Et entre tout ça, on a créé un poste aussi de responsable de médiation sociale qui lui-même est éduc de formation. Donc on voit bien comment l'organisation, elle doit aussi se transformer pour être peut-être plus armée, finalement, pour être à l'endroit de travailler cette relation à différents autres sujets qui sont des sujets que posent les questions de droit culturel. Je vais juste dire un tout petit mot, merci, d'organisation, parce que en fait, sur les programmes, on a affiché 12h30
pour la fin de la session. Or, pour Christelle, l'écran, oui, c'était on 13 avait heures. dit 13h. Donc Christelle s'est branchée sur 13h. Donc on va continuer encore un petit peu. Voilà. Et donc, bon, si les personnes ont des rendez-vous à 12h30, enfin avaient prévu évidemment, voilà. Mais sinon, il y a encore des choses à dire. Et puis, voilà. Donc on raccourcit un petit peu la pause déjeuner parce que c'est intéressant. Voilà. Et donc c'est notre faute. On a fait un petit couac dans l'organisation horaire. Donc on continue encore un petit peu. Merci. Merci Jean-Luc. Désolé, effectivement, j'ai vu 13h sur la slide. Je me dis, oh chouette, on va jusqu'à 13h. Donc, je voulais, parce que surtout, échanger avec vous. Je trouvais que c'est important qu'il déroule un tout petit peu avant de vous inviter à témoigner ou poser des questions, ou en tout cas à vous donner la parole à vous autour de ces témoignages. Donc, l'idée serait d'aller jusqu'à 13h pour ceux qui peuvent, en déjeunant peut-être un tout petit peu plus rapidement, et de vous donner maintenant la parole si vous avez ou des questions ou des... je ne sais pas où sont les micros de la salle, mais je veux bien qu'ils reviennent si jamais... Alors, j'avais une question un peu globale, mais je vais la circonscrire. C'est que les droits culturels, c'est pour des personnes. Hein. Et il me semble, mais peut-être que j'ai tort, qu'on n'a pas trop parlé, ou c'est en filigrane, c'est de manière diffuse, mais les droits culturels pour les personnes. Quand je dis les personnes, c'est les bénéficiaires. Hein. Les droits culturels pour qui ? Et donc, dans les réorganisations, dans les réflexions, y compris dans des grandes directions comme celle de Métropole Rouen, mais quid des personnes ? Voilà. Et juste, du coup, je vais circonscrire à la friche de la Belle de Mai, que je connais très bien, enfin, en tout cas, que je connais pour y avoir habité Marseille entre 2012 et 2016, et pour y aller assez régulièrement, et retourner d'ailleurs en mois de janvier prochain. C'est que, toujours sur les droits culturels, dans ce que vous appliquez, comment vous incluez les personnes ou les usagers dans le bénéfice ou dans l'accès ou dans l'amélioration ou à la consolidation de leurs droits culturels. Je vais essayer de l'illustrer, mais je ne sais pas si je vais l'illustrer bien. Par exemple, quand on rentre dans la friche, il y a le skatepark. Est-ce que les usagers, les personnes dont on sait qu'ils ont des droits culturels, est-ce qu'on les retrouve nécessairement ou pas dans les expos ? Est-ce que ces personnes, donc, on les retrouve dans la jauge des spectacles ? À l'inverse, est-ce que les personnes qui sont dans la jauge des spectacles, on les retrouve au skatepark ? Donc voilà, donc, j'aimerais, c'est cette articulation entre les droits culturels, et c'est extrêmement important et c'est très intéressant, je vous remercie tous, et leur applicabilité concrète auprès des usagers et des personnes. Alors, plusieurs niveaux de réponse, mais tout d'abord, ce que disait Christelle, ça me permet de finir ce que je voulais dire, c'est que nous, on crée aujourd'hui des nouveaux espaces. Typiquement, alors, il y a un premier espace qui est peut-être pas suffisamment investi, mais qui est en train d'être encore plus enrichi aujourd'hui. On est une société coopérative d'intérêt collectif, donc on a un collège de proximité et de maîtrise d'usage qui au début était confiné à 3-4 personnes, et aujourd'hui c'est 10 personnes, dont des habitants du territoire. Après, la question de comment on les implique, c'est créer des nouveaux espaces. Typiquement, la friche, comme je vous le dis, institution culturelle qui est rangée un peu dans la programmation, et on laisse des espaces libres où on se dit c'est bon, c'est super la mixité, sauf qu'aujourd'hui on voit bien que ça suffit pas. Quand je vous dis que ce sont des problématiques qui sont au cœur même de nos préoccupations, comme la question de l'alimentation, je veux dire, travailler la question de l'alimentation depuis le point de vue d'un acteur culturel, c'est pas dire, au grosso modo, on va essayer d'eux, c'est juste comment on va créer les conditions de la coopération avec tout un ensemble d'acteurs, dont les citoyens, pour réfléchir à cette problématique-là qui se joue depuis le territoire jusqu'à la friche et de la friche jusqu'au territoire. Donc je veux dire, je suis pas là pour révéler les droits culturels des personnes, je suis juste là, moi, à l'endroit de ma mission, de conforter une dynamique de coopération dans laquelle chacun va pouvoir aussi exprimer ses problématiques, ses envies, ses capacités, ses ressources, pour que du coup on maille mieux tous ces éléments-là afin de créer des dynamiques durables. Ça, c'est ma fonction en tant que professionnel. Après, la question des droits culturels des personnes, je vous
tout d'abord que nous, on transforme l'organisation. Mais je trouve que là, on touche aussi à la question des droits culturels des professionnels. Parce qu'à un moment donné, c'est qui sont aussi, des personnes. et qui sont tout autant des personnes que l'habitant. Et donc, à un moment donné, vous voyez bien que ces registres-là, habitants, professionnels, aujourd'hui, pour moi, il faut les déverrouiller, il faut les faire sauter, je ne sais pas comment dire, mais c'est de créer les espaces dans lesquels tout ça se met au dialogue. Et c'est là où les conflits peuvent émerger, et j'espère bien que plus on va traiter de ces enjeux-là avec les citoyens qui sont bien vénères contre la friche au regard de cette historicité, je veux dire, à un moment donné, on va s'en prendre plein la tête, mais c'est aussi ça la fonction aujourd'hui dans laquelle on doit être, c'est comment on peut dépasser ces zones de conflit pour agir collectivement sur des problématiques qui s'exposent à vous en tant que salarié, en tant qu'habitant, en tant que directeur, en tant qu'artiste. Voilà. Julia piétine pour en dire un morceau. Pardon, excusez-moi, Stéphane, tout à l'heure, il m'a présenté. Du coup, je suis responsable de l'hospitalité à la Friche. Et justement, en vous écoutant, je me posais aussi la question, est-ce qu'aujourd'hui, on doit vraiment se poser la question, est-ce que ces publics qui fréquentent les skateparks doivent forcément aller à la rencontre d'une activité artistique? Est-ce que cette question, aujourd'hui, on doit encore se la poser? Ou est-ce que peut-être on peut se poser, est-ce que ces gens ont vraiment envie d'aller quelque part? Ou est-ce que juste qu'ils sont là pour... parce qu'on a créé un espace qui leur permet de se libérer, se confronter à autre réalité. C'était juste un peu la réponse à la question et la question à la question. Voilà. Mais en termes de public, aujourd'hui, la mixité peut s'exprimer aussi ailleurs. Par exemple, à mon endroit, dans l'équipe avec laquelle je travaille, on travaille aussi dans des dynamiques sur les territoires. On crée de l'emploi au sein des équipes. Donc, on crée de la mixité ailleurs et on fait aussi rencontrer le public à l'intérieur de nos équipes. Enfin, bref, je ne sais pas si j'ai été claire ou... La question des places, des rôles et des assignations des places et des rôles, elle est beaucoup chahutée par les droits culturels. Est-ce que vous avez d'autres envies d'interpellation, de questions ? Déjà, merci pour cette intervention. Vous avez pas mal évoqué la question de la légitimité, du cadre de la loi, etc. Du coup, je me questionnais, vu que... quand vous avez introduit les droits culturels, vous parlez du fait que c'était très théorique, très gazeux comme terme. Aujourd'hui, on voit que vous l'appliquez dans vos professions. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un projet d'évaluation post-loi LCAP, loi NOTRe, etc., de la part du ministère de la Culture ou d'autres institutions territoriales, etc., histoire d'évaluer, de voir ce qui a été fait, des axes d'amélioration, comment est-ce que vous pourrez bénéficier de subventions, etc. Je me posais la question de la prise en charge par l'État ou les collectivités. Christine, c'est plutôt ton... Oui, c'est plutôt pour moi. C'est pour moi, là. L'évaluation. Oups. L'évaluation renvoie souvent à des histoires d'indicateurs hyper quantifiables. Très honnêtement, je n'ai pas de réponse à vous donner, parce que déjà, par principe, les droits culturels, comme je le dis, et ce n'est pas pour me défausser de la réponse, mais tu tires une pelote de laine et puis tu en as toujours plus qui te vient, parce que quand tu te dis, alors ça, celui-là, je le maîtrise à mort. Non, il y a forcément un truc qui te dit, non. Il y a forcément une question qui va te déstabiliser, un truc que tu n'avais pas vu arriver et qui t'oblige à te dire alors là, forcément, je ne suis pas allée aussi loin que je pensais, ou en tout cas, il y a une faille et que c'est toujours intéressant à creuser. Donc l'histoire de l'évaluation, je serais un peu incapable de répondre à cette question, très honnêtement. En tout cas, nous, on ne se l'est pas posée encore, parce qu'on va se la poser, oui. Ce que je peux mesurer, c'est la façon dont sont... Alors c'est pour ça qu'on dit toujours qu'est-ce que ça change. On va dire que ça change tout, les droits culturels, et ça change rien, puisque au final vous aurez à la fin, si on parle, je sais pas, d'un projet de festival, par exemple, je passe à un truc assez basique, vous aurez toujours un festival. Mais la façon dont vous l'aurez monté, avec qui, comment, voilà, est-ce que tout à l'heure on avait une question, nous, qui était sur vous avez la possibilité de mettre une statue dans votre quartier, qu'est-ce que vous faites?
Bah oui, à la fin, vous avez une statue, mais c'est quoi là, qu'est-ce qu'on met ? Pourquoi ? Comment on l'a construit ? Est-ce que c'est participatif ? Est-ce que ça raconte l'histoire du quartier ? Est-ce que c'est un artiste ? Enfin, voilà, donc à la fin, vous avez une statue. Mais vous ne l'avez pas, en tout cas, j'ai envie de dire, vous n'avez pas monté la statue de la même façon, en tout cas. Donc l'évaluation, je suis un peu embêtée avec cette question, en tout cas. En fait, vraiment la question d'évaluation, elle se pose vraiment une nouvelle fois à l'endroit de chaque pratique et de chaque lieu et de comment c'est fait. Après, globalement, ce qu'on va plutôt se poser, là où on se pose la question, c'est la question du processus et pas forcément du résultat en tant que tel. Donc ça change aussi les paradigmes qui sont posés actuellement sur les indicateurs, sur la question, une question très précise sur les subventions, ce que vous avez posé. Nous, on sait par exemple dans notre région, il y a certains subventionnaires en l'occurrence qui font des labels droit culturel. Du coup, voilà, sans poser de regard ou quoi que ce soit, un peu en mode partisan. Mais ça pose des questions en fait vraiment à cet endroit-là de savoir comment on pose une évaluation, sachant qu'en fait on est plutôt sur l'endroit du processus plutôt que du résultat. Donc en fait, par exemple, il y a une compagnie avec qui on a travaillé, qui a traversé aussi la démarche aussi droit culturel avec nous, qui maintenant répond sur ce fameux dossier CERFA, etc. Répond de l'évaluation droit par droit. Il dit là concrètement, moi à l'endroit de la coopération, voilà ce qui s'est passé. Là à l'endroit de la participation, voilà ce qui se passe, etc., etc. Et tout en essayant de rester dans le cadre qui est donné pour l'instant, qui n'a pas bougé. Et donc en essayant de faire bouger le cadre à cet endroit-là, quoi. Mais je ne sais pas si j'ai totalement... Moi, je veux bien ajouter des choses sur... parce qu'on a nommé cette démarche PAIDEA depuis le départ une démarche d'observation et d'évaluation des politiques publiques au regard des droits culturels. Nous, on nomme l'évaluation véritablement dans l'idée qu'on recherche les valeurs qui sont en jeu. Et donc le fait d'expliciter, de dire en quoi ce qu'on est en train de faire permet de prendre en compte les droits culturels et de dire comment, c'est pour nous une démarche d'évaluation très claire, d'évaluation, de prise en compte des droits culturels. Donc on répond un peu plus que ce qui nous est demandé, à savoir en général on demande d'évaluer son action, nous on propose d'évaluer la prise en compte des droits culturels dans son action. Et cette manière de considérer l'évaluation, je crois, progresse aujourd'hui pour répondre à l'endroit du ministère de la Culture ou des différentes collectivités, tutelles qui financent l'action publique aujourd'hui. Tout le monde se la pose, c'est-à-dire que aujourd'hui, par exemple, le renouvellement des CPO, des conventions pluriannuelles d'objectifs, signées avec la DGCA sur les grandes institutions, on leur demande de dire qu'est-ce qu'ils mettent en œuvre en matière de droits culturels dans leur action. Donc ils invitent l'institution à se poser la question et à être en capacité d'expliciter. Et c'est ça qui nous a manqué depuis tout ce temps, c'est dire en quoi on le fait, comment on le fait, et potentiellement comment on pourrait le développer davantage. Donc c'est vraiment une démarche d'auto-évaluation, de la prise en compte des droits culturels qui est invitée à se mettre en place avec une démarche conjointe de formation indispensable, parce qu'on ne peut pas venir dire ce qu'on fait en matière de droits culturels si on ne sait pas de quoi on parle. Donc voilà, l'invitation aussi, et c'est aussi demandé dans les CPO aujourd'hui au niveau de la DGCA, de mettre en place de la formation aux droits culturels dans son équipe, pour son équipe, sachant que ça démarre à l'interne. On ne peut pas prendre en compte les droits culturels des personnes à qui on s'adresse si on ne les prend pas en compte pour nous-mêmes. Donc les conditions de travail sont absolument cruciales. Dans les analyses de cas, c'est 60 ou 70% des contenus des analyses de cas sur cette fameuse évaluation parlent des conditions de travail. Parle de la schizophrénie de la commande publique, parle des contradictions très fortes des conditions de la fonction publique, et parle aussi, dénonce beaucoup les conditions d'aliénation qui sont pourtant encore monnaie courante dans les institutions culturelles notamment. Donc c'est d'abord balayer devant sa porte et sur les conditions de travail et sur les conditions de coopération pour véritablement avoir... Enfin, c'est pas d'abord, c'est en même temps, quoi. C'est une boucle. Mais la question des personnes à qui on s'adresse, que vous nommiez les bénéficiaires, qu'on peut nommer de plein de manières. On n'est pas très à l'aise au fait d'enfermer les gens dans des rôles uniques, parce qu'en fait tout ça circule copieusement et de mieux en mieux, peut-être quand on prend en compte les droits culturels, mais la question c'est quelles sont les conditions pour chacun.
Je voulais juste présenter ce petit ouvrage parce que donc, dans les analyses de cas qu'on a collectées depuis 10 ans, il y a eu plus de 500 analyses de cas travaillées par les personnes qui portent les actions, dont on a tiré de nombreux enseignements. On a essayé de faire une forme de synthèse un peu, alors c'est très dur de faire la synthèse de 10 ans de travail, mais on a quand même essayé, et ça a donné ce petit ouvrage qui est un document que vous pouvez trouver en PDF sur notre site, on vous donnera le lien, qui est un document d'auto-évaluation, véritablement. Il y a plus de 500 questions à se poser, alors je vous invite malgré tout à faire l'effort de l'analyse de cas droit par droit, mais si vous en avez un peu la flemme, vous pouvez aller puiser, piocher de nombreuses questions et questionnements sur votre pratique et sur le cadre que vous mettez en place dans vos actions pour voir si effectivement les droits culturels se manifestent et comment. Donc c'est vraiment une invitation d'abord à l'auto-évaluation individuelle, collective en équipe, collective en structure et puis plus globalement sur le territoire. Mais je crois que toutes les institutions aujourd'hui se posent la question du ministère à la structure associative. Mais je vais juste illustrer ce que tu racontes, c'est que aujourd'hui à la Friche, c'est ma mission qui est créée il y a 3 ans, complétée par toutes les missions que je nommais tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est une méthode de travail qui dit que tous ces acteurs qui sont concernés par la question de la relation au territoire, que ce soit sur la question de l'hospitalité, de la médiation sociale, de l'action culturelle, du développement territorial, on se retrouve tous les vendredis matins, on prend un café, on se met en info, toutes les 6 semaines, on se met au travail sur un sujet, etc. Et là, typiquement dans 15 jours, on organise pour la première fois, et je ne sais pas si ça a été fait à la Friche, et c'est là où je suis hyper curieux, j'en ai mal au ventre depuis 3 mois, mais on réunit des résidents, on est plus de 65 résidents au sein de la Friche, on en réunit certains qui sont les plus concernés par la relation au territoire, on réunit les collègues qui sont concernés par cet enjeu de la question au territoire, et on réunit aussi des partenaires du territoire, et aussi des membres du collège de proximité. Et on va passer une journée ensemble, et de là, on va essayer de voir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui est problématique, c'est quoi les besoins du territoire, et où est-ce que les ressources des uns et des autres, que tu sois habitant, acteur, professionnel, etc., on va essayer de créer une feuille de route de cette coopération qu'on va se tisser ensemble. Et encore là, il nous manque un dernier espace, qui est l'objectif 24, et là, c'est une hypothèse de travail qu'on va poser avec mon collègue, c'est le café culturel. Et le café culturel sera l'endroit où cette dynamique-là rencontrera les habitants et citoyens du quartier. Et on verra bien de là de tout ce qui ressort. Mais je ne peux pas vous dire, et donc je rajoute que c'est bien les questions de conditions du processus qu'on doit bâtir. Et je pense que c'est ça pour moi aujourd'hui le leitmotiv de ma pratique professionnelle, c'est créer les conditions. Quand tu posais tout à l'heure la question, c'est comment je crée les conditions de la coopération. C'est pour moi aujourd'hui le leitmotiv de ma pratique au quotidien, quoi, en fait. Une dernière petite question, je sens que Jean-Luc va nous couper. C'est pas drôle d'être maître du temps. Merci déjà pour vos présentations. Je suis très curieuse par rapport à comment justement Rouen s'est proposé pour le projet Capitale européenne de la culture. Quelle a été l'impulsion ? Est-ce que ça s'est fait directement avec des habitants ? Est-ce que c'est passé, on va dire, de la métropole pour aller vers les habitants, les associations ? Voilà, c'est une question ouverte et je suis curieuse de savoir. Merci de poser cette question, puisque quand on a rejoint la formation Paideia, on était en plein dedans. Donc on s'est dit, notre objectif, c'est de monter cette candidature à l'aune des droits culturels. Donc c'était déjà un chantier en soi. Qu'est-ce que serait un territoire respectueux des droits culturels en 2028 ? Voilà, tout à fait. Merci, Laurent. Et donc, forcément, qu'on ne monte pas une candidature tout à fait de la même façon à l'aune des droits culturels que si on n'a pas cette grille de lecture. Et comme ça vient d'être souligné, c'est méthodique. Hein. Enfin, mais après, vous l'avez comme en carte mentale. On les passe régulièrement. Puis je vous dis, vous le ramenez à la maison quand vous parlez à votre femme, votre mec, vos parents, vos enfants. Bon, bref.
Mais ça c'est une réalité, parce que c'est une grille de lecture qui est réellement hyper intéressante. Elle n'est pas magique, elle est juste intéressante. Et donc, pour répondre à votre question de façon très pragmatique, oui, bien sûr, là, on peut toujours faire mieux, mais en tout cas, forcément que ça a été une grille de lecture. Et là encore, je le redis parce que c'est un exemple, forcément que c'est... Alors là, l'attractivité du territoire, on était en plein dedans. Et là, maintenant, dès qu'il y en avait un dans le jury qui parlait d'attractivité du territoire, il y avait la boîte à baffe et c'était clac. Même les élus. Donc vous imaginez le bonheur. Viens par ici. Non, tu n'as pas le droit. Alors c'est pas moi qui les ai donnés parce que c'est pas moi qui étais là pour faire le coaching. C'était Émilie, notre autre activiste droit culturel au sein de la métropole. Mais pour autant, il y a un moment où on déconstruit aussi, je le redis, la posture et la sémantique, et que la façon dont on a intégré les habitants, c'est une question que j'ai eue des étudiants de Montpellier cette semaine, eh bien, les habitants, on les a associés, mais il y a un moment, à quel moment on les associe pour leur raconter quoi? Donc, comme une candidature, c'est un marathon, il ne faut pas démarrer trop fort, trop tôt pour aller jusqu'au bout. En tout cas, on a surtout travaillé avec plein d'ateliers, plein d'ateliers. Quand je dis on, c'est aussi bien sûr toute l'équipe qui est dédiée à ce vaste projet, où il y a eu plein d'ateliers. Et en plus, on a traversé un peu le Covid, donc je ne vous raconte pas les ateliers en visio, c'était top, mais on les a quand même faits. Où sur plein de thématiques, on a fait parler des gens du territoire, et quand je dis des gens, c'est des entreprises, des associations, des gens qui venaient de tous bords, et aussi des citoyens, pour leur demander qu'ils nous racontent sur des thématiques très particulières ce qu'ils avaient envie de partager avec nous, de leur territoire et de leur vision du territoire. Et à partir de ça, on a construit, voilà, comme de la glaise, des piliers, et qui structurent un peu ce dossier de candidature. Laurent veut ajouter un dernier mot, je crois qu'après on va devoir... Non, parce que c'était important aussi de compléter aussi. On a essayé de trouver aussi les endroits où de désaccord et de frottement, justement, sur la question de qu'est-ce qui, pour pouvoir aussi aller à cet endroit-là, à cet endroit de ce qui pouvait gêner, quoi. Et surtout aussi préciser que, en fait, toute l'équipe de Capitale Européenne, en fait, qui c'est une équipe à part, en fait, c'est l'association, etc. Ils nous ont accompagnés aussi dans la démarche. Ils sont formés avec nous sur, alors pas toute l'équipe, mais une grande partie. Et nous, on était associés aussi sur l'écriture, quand je dis nous, ça veut dire métropole, ville de Rouen, en fait, équipe culture, sur, en fait, sur l'écriture, on les a accompagnés, et aussi sur le jury aussi, mais du coup, sur comment on pose, en fait, un regard aussi, une grille de lecture, droit culturel sur le sujet. Alors, je vais préciser juste rapidement, par exemple, la question de la participation, on parlait de savoir comment les habitants ont participé. Et en fait, de se poser la question, de repréciser les termes en disant participation, en fait, c'est 3 enjeux. Il faut que les personnes prennent part, reçoivent une part et donnent une part. Et à partir de ce moment-là, vous regardez si vous êtes dedans ou pas, et vous vous dites, tiens, là, il nous manque ce truc-là, donc en fait, on est obligé de rebosser notre copie et on y va, quoi. Et après, dire aussi que le projet en tant que tel, il y a des grands axes, mais du coup, il y a une grande part aussi de projet qui est encore à construire. Parce qu'en fait, c'est une volonté réelle, en fait, de se dire, là, en fait, il y a des grands enjeux qui sont posés, les lignes de fracture, les lignes de réconciliation. Et puis, après, qu'est-ce qu'on en fait de ça dans les 4 prochaines années, quoi. Je crois que ce dont vous avez témoigné, en tout cas, ce que moi j'aimerais que vous gardiez en tête, c'est que les démarches sur les droits culturels, c'est pas quelque chose d'accompli et de fini, c'est un horizon et un chemin qui permet de construire en marchant un processus qui, petit à petit, permet une plus grande effectivité, mais c'est vraiment un chemin. Et on est très allergique à l'idée de bonne pratique, dans l'idée qu'il y aurait quelque chose de déjà accompli et déjà bouclé. Tout ça, c'est de l'échange de pratiques et de l'analyse partagée qui permet de progresser. Et tout le monde est en chemin là-dessus. Et moi, j'ai juste une phrase pour conclure. En plus, elle n'est pas de moi, donc je peux la citer. Laurent dit un truc qui est très vrai. Il dit « On n'est jamais là pour convaincre, on est juste là pour partager ». Et j'ai trouvé que c'était une super phrase. Merci. Merci. Merci.